c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage. Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant. Bonjour chers auditrices. Avant de vous laisser vous plonger dans ce nouvel épisode à la découverte du Japon, Olivier et moi tenions à vous laisser un petit message d'excuse car oui, nous n'avons rien publié depuis octobre et c'est pas qu'on voulait pas mais les derniers mois ont été assez compliqués chacun de notre côté donc on n'a vraiment pas eu le temps de nous y mettre. Par contre, on avait eu le temps d'enregistrer en novembre dernier, donc dans cet épisode, vous allez pouvoir retrouver nos vœux de bonne année et de belles idées cadeaux de Noël avec un peu de retard mais vraiment le cœur y est. Par contre, vous pourrez toujours les utiliser pour des anniversaires ou bien le Noël prochain. Merci encore et toujours pour votre fidélité parce que même quand nous ne sommes pas là, vous continuez d'écouter nos épisodes et ça nous fait super plaisir. Merci pour votre patience et donc voici ce nouvel épisode 43 pour lancer notre saison 4 de Tabibito. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode à la découverte de Tokyo. Très belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes, et nous voici dans cet épisode 43, on est très rouillés, ça va faire bientôt plus de 2 mois qu'on a enregistré le dernier épisode, c'est un peu la catastrophe de côté, je tente un nouveau micro parce que le mien nous avait abandonné en fin de première moitié d'année, donc c'est cool. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, et ça fait aussi plaisir de te retrouver Laureline, parce que tu reviens de ton beau voyage de 3 semaines au Japon avec ta mère. Oui, alors comme ça, du coup, maintenant, je vais avoir des nouvelles choses à raconter parce que là, je commençais vraiment à creuser, quoi. Ouais, donc là, maintenant, ça y est, plein de nouveaux lieux, plein de nouveaux souvenirs, plein de nouvelles choses à nous raconter. Et donc, forcément, c'est toi qui as la parole aujourd'hui dans cet épisode et tu as choisi une journée à Tokyo. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup d'épisodes sur Tokyo, donc et puis moi, c'est ma ville de cœur, mais c'est vrai que j'avais jamais visiter Tokyo comme un touriste. En fait, je retournais dans les endroits où j'aimais bien et puis je faisais ça, j'allais des endroits ponctuellement. Donc là, pour le coup, j'étais allée au Japon dans l'idée de créer des itinéraires et de garder un peu la trace de tout. Donc j'ai tout prêt, tout bon. Oui, parce qu'on va faire un petit flashback. C'est vrai que toi, tu as surtout connu Tokyo en tant que travailleuse pendant 1 an. Oui. Et donc forcément, t'as pas forcément vécu, voilà ce que tu disais, elle a une vie de touriste. Donc là, tu as un peu rattrapé le temps. Et donc, tu nous emmènes où ? Eh ben, ce mois-ci, je vous emmène donc pour une petite marche à pied entre les quartiers de Shimbashi pour se faire le jardin de Hamarikyu et puis après aller jusqu'à la Tokyo Tower pour aller voir ça de nuit depuis le premier deck. Bien, un beau programme. Je pense qu'il y a des choses que je ne connais pas encore. Donc, tant mieux. En tout cas, c'est un quartier que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est à la fois vert et un peu futuriste avec la tour et puis tous les buildings autour. Donc c'est vrai que c'est super pour découvrir Tokyo. Oui, et puis bon, quand j'avais commencé à faire mes recherches pour qu'est-ce qu'on va faire sur Tokyo, j'avais commencé à repérer des petits trucs qui faisaient un peu vieille ville. Et puis après, je me suis dit, c'est con d'être sur Tokyo pour faire des petites villes alors que je vais faire des petites villes à l'ancienne plus tard. Donc, quitte à être sur Tokyo, autant faire des trucs de Tokyo Heat. Et donc, qui dit Tokyo dit la tour de Tokyo. Donc, je me suis dit, on va faire des recherches autour de ça. Ouais, t'as raison. Du béton, des lumières, de la hauteur, du vert. Et c'est vrai que je suis un peu comme toi, moi j'aime bien le côté grosse mégalopole, enfin c'est vrai que ne pas en profiter à Tokyo c'est un peu bête quoi. Bah oui, surtout qu'il y a plein d'occasions de faire autre chose ailleurs, mais voilà, profitez de Tokyo pour ce que c'est comme une mégalopole et une ville avec plein de gens, de la foule, le métro qui est bondé, mais ça fait partie aussi de l'expérience de Tokyo et voilà, ça fait partie du charme en fait. Alors du coup, tu débutes la journée à Shimbashi, donc c'est clair que c'est une station de métro qui est au sud-est de Tokyo. Et effectivement, quand tu parles monde métro, c'est assez représentatif pour démarrer la journée parce que c'est une grosse station, c'est un gros nœud ferroviaire et il y a beaucoup de tours avec des salarymen aussi
et Salary Woman, on les oublie pas, les pauvres. Et donc forcément, ouais, c'est un quartier bien vivant, enfin vraiment économique. Et puis moi j'ai trouvé qu'il était pas, c'est pas comme Shinjuku, tu vois, où vraiment t'as l'impression d'être un peu noyé. Shimbashi, ça reste une grosse station, mais comme toutes les stations sur la Yamanote, mais ça a une échelle un peu plus petite en fait. Et moi c'est un quartier que j'ai découvert et vraiment j'ai adoré, je sais pas, il y a quelque chose dans l'ambiance, il y a un peu de Shinjuku, mais dès qu'on va un peu plus loin, qu'on s'écarte de la station, on trouve des quartiers résidentiels où il y a quasiment pas un commerce, et en fait c'est super calme et tu profites juste un peu d'une ville un peu vide. Et puis il y a surtout un super sanctuaire dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais pour commencer la journée, en fait, en partant de la gare de Shimbashi, moi je suis allée jusqu'au magasin de livres Tsutaya, qui est en fait dans Ginza, qui est dans un grand complexe commercial et qui est au dernier étage. Alors on s'est senti un peu déplacé avec ma mère parce qu'on était en mode touriste, tu sais, genre le t-shirt, enfin pas classe, tu vois, sauf que Ginza c'est un peu le quartier Prada, tout ça, et donc le centre commercial c'est avec les grandes marques, tu vois des gens, alors je sais pas si c'est de la sécurité ou juste des gens qui sont là pour faire l'accueil en costard et tout machin. Toi t'arrives avec ton backpack et ta banane avec mon appareil photo qui était dedans, tu fais ok. Mais quand on va tout en haut, en fait, on arrive donc dans le Tsutaya et vraiment, c'est une très belle librairie. Alors moi, j'étais venue pour m'acheter un livre, je suis repartie avec 3. Et encore, je me suis limitée. Donc dans ce Tsutaya, vous avez il y a plein de livres en anglais, en japonais, des mangas, des livres de photos, des livres d'art. Enfin, il y a de tout ce qu'on veut, avec plein de petits aussi... des petits stands où ils mettent en avant un artiste, donc ça peut être des petits ballons en papier ou des petits origamis ou des trucs ou des illustrations et vraiment très très chouette, ouais. Ouais, alors je confirme, moi j'y étais allé aussi un coup, alors j'ai été juste passé en coup de vent. La déco est incroyable, c'est un mélange de bois, de rayonnage en bois, parquet. C'est très ouvert et c'est vrai que le lieu il donne envie en fait de se poser. Et donc c'est dans le centre commercial Ginza Six, si je dis pas de bêtises, qui est un gros centre effectivement qui est très très classe. Donc je comprends ton côté look Décathlon, est-ce que j'ai le droit d'entrer ou pas? Ouais, tu te dis on va pas se faire refouler à l'entrée. Donc non, passer un peu ce moment où on se sent un peu mal à l'aise quand même, hein. Moi j'avoue à ce niveau-là, je me sentais vraiment mal à l'aise. Ouais, j'ai bien profité de la librairie et donc du coup, je vais faire un petit spoiler. C'est là que j'ai acheté mes coups de cœur de ce mois-ci. Parce que j'étais venue pour chercher un livre d'illustration d'une mangaka dont je vous avais parlé dans le podcast, tu sais, L'échappée belle, Oui. qui a participé en fait alors il y a le 2e volume qui est sorti aussi dernièrement, où c'est plusieurs mangaka qui sont regroupés pour créer des petites histoires autour d'une ville imaginaire. Et donc le concept me plaisait, donc j'étais venue pour acheter ça et en fait en faisant le tour je suis tombée sur des livres de photos sur Tokyo et donc du coup j'ai les doigts qui ont brûlé, je me suis retenue, j'en ai pris que 2 et des fins, tu vois, des pas trop épais. Oui, parce qu'après t'avais la journée rando derrière, donc fallait pas trop te charger non plus. Oui, puis alors en plus, c'était journée 3 arrivée au Japon, tu vois, donc on va pas tout de suite charger la mule parce qu'il y avait encore 20 jours à tenir. Donc voilà, c'était le premier arrêt de la journée. Et on avait commencé notre journée un peu tard, donc on était arrivé sur les coups de 10 heures. Donc le temps de se balader un peu, de profiter du quartier et puis d'aller dans la boutique et de flâner. Le temps de ressortir, on commençait à avoir un peu faim, surtout si qu'on va enchaîner avec les jardins Hamariku. Donc on s'était dit, il y aura peut-être pas grand-chose à manger là, donc on va manger tout de suite. On est retourné donc sur la station de Shimbashi. Et c'est le genre de gare, tu sais, où il y a des rails qui sont surmontés, donc il y a des petites arches en dessous, et donc il y a plein de restaurants qui sont là. Et donc en tournant un peu, en regardant, on a pas mal hésité, et puis au final, on s'est laissé tenter par un restaurant de soba.
Et on a eu du mal à se lancer parce qu'en fait, c'est le restaurant, mais vraiment où tu rentres, tu ressors, c'est les salariés qui y vont et tu commandes avec les machines à tickets à l'entrée. Ouais. Et donc, avec ma mère, on commence à regarder, on voit les gens commander avec leurs tickets, sauf qu'on comprenait pas parce que à l'intérieur du restaurant, il y a quoi? Il y a 6 tabourets sur les barres, tu sais, comme ça, sur les côtés. Et puis, il y a même pas la place de circuler, tu vois. Donc, on se demandait comment vraiment ça marchait pour savoir si on pouvait commander, rentrer ou pas. Et en fait, c'est un salaryman qui nous a vus en train d'être hésitante et qui nous a expliqué que, tu sais, c'est comme à McDo maintenant, il y a les numéros qui s'affichent D'accord. sur un écran, une petite télé au-dessus du bar de la cuisine. Et quand tu commandes, tu as un numéro avec ton ticket. Et quand ton numéro s'affiche sur l'écran dans le bon côté, tu peux rentrer et attraper ton plat, en fait. D'accord. Bon, donc la morale de cette matinée, il faut oser. Non, puis c'était sympa parce que le monsieur, en fait, c'est ça, c'est à chaque fois que je vais au Japon, les gens ne s'attendent pas à ce que je parle japonais. Et je suis pas bilingue, mais je le parle assez bien, en fait, pour essayer qu'on se comprenne assez bien, en fait. Donc, le monsieur, il s'était intéressé à nous, il était même allé plus loin en nous faisant signe de l'intérieur pour qu'on puisse s'asseoir avec les 2 tabourets, pour qu'on soit l'une à côté de l'autre et nous expliquer où aller chercher l'eau et machin, et puis nous poser quelques questions. Sympa. Donc, c'était vraiment une interaction super chouette, ouais. Et du coup, bonne idée pour ne pas trop perdre de temps pour la journée, parce que du coup, vous n'avez pas encore commencé vos visites, donc ça permet de manger super rapidement. Ouais. Et d'enchaîner derrière une belle journée, surtout qu'en plus, comme tu y étais en novembre, la nuit tombe assez vite. Donc ça permet de profiter de la lumière du jour. J'étais en octobre, donc ça tombait pas trop Ah, vite. ça allait encore. Mais comme j'avais repéré pas mal de sanctuaires et de temples, en général, ils ferment sur les coups de 4-5 heures. Donc voilà, fallait pas trop traîner non plus si on voulait faire des bouts sympas. Et d'ailleurs, en parlant de sanctuaire, notre prochaine étape, c'est un sanctuaire qui est devenu un de mes coups de cœur, qui s'appelle le Karasumori Jinja. Et qui est en fait quand on arrive en fait de Ginza, qu'on fait le petit restaurant que je vous ai pas donné le nom d'ailleurs, qui s'appelle Sagatani, et en fait en traversant de l'autre côté, donc on passe sous la voie ferrée en faisant les petites rues. Donc c'est un sanctuaire qui est vraiment tout petit, qui est coincé entre 2 rues minuscules, mais genre ça fait même arrière-rue, tu vois, genre ruelle. Vraiment le petit truc de quartier, quoi. Ouais, et c'est un sanctuaire qui est hyper populaire. Donc la première fois, parce que j'y suis retournée quand après qu'on ait fait notre boucle de 20 jours, on était revenu sur Tokyo pour prendre l'avion. Et la deuxième fois, il y avait vraiment énormément de monde. J'avais même dû faire la queue pour faire ma petite prière à l'hôtel. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de charme, il y avait beaucoup de vivacité. C'est un sanctuaire qui est très vivant. Et puis alors, donc Karasu, ça veut dire corbeau, et Mori, ça veut dire forêt. Et en fait, en recherchant un peu l'histoire, j'ai compris pourquoi c'était un sanctuaire qui était très populaire. C'est parce que les kami qui sont vénérés dans le Karasumori Jinja, c'est tout d'abord Ukano Mitama Mikoto, qui est une kami de la nourriture, de l'agriculture. Alors, il y a 2 versions. Soit c'est un enfant de Susanoo, soit un enfant de Izanagi et Izanami. Donc en fait, si vous connaissez un peu la religion Shinto, Izanagi, Izanami, c'est les premiers kami qui sont à l'origine de tous les kami du Japon. Et Susanoo, c'est un de leurs enfants en fait. Donc c'est dans les lignes directes des premiers kami du Japon. La deuxième kami, c'est Ameno Uzume Mikoto, qui, pareil, dans le Kojiki, est le kami qui, en fait, en dansant devant la grotte dans laquelle s'est enfermé Amaterasu, la rend assez curieuse pour qu'Amaterasu sorte de sa grotte et ramène le soleil dans le monde, en fait. Et le dernier, c'est Ninigi no Mikoto, qui serait le petit-fils de Amaterasu et donc l'arrière-grand-père du premier empereur du Japon. Ouais, donc c'est du beau monde, quoi. Ouais, on a du beau monde. Et donc et moi ce que j'ai adoré aussi, c'est le omamori. Donc c'est le charme protecteur, et celui-ci il est rond. Ah, c'est rare d'habitude, c'est les petits c'est rectangulaire, ouais. Oui, donc celui-là c'est un omamori rond avec donc le corbeau dessus. Bien, donc tu es protégé pour le reste de ta journée. Voilà. Donc c'était un peu
par là qu'on avait fait notre première moitié de journée du côté de la station de Shimbashi. Et donc après, c'était direction à pied, parce que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça peut se faire à pied. Direction les jardins de Hamariku, et au passage, vous pouvez même faire un arrêt par l'horloge qui a été dessinée par Hayao Miyazaki. Ouais, et puis il y a des horaires spécifiques pour la voir s'animer. Mais ça, vous trouvez facilement sur Internet. Oui, nous on était en fait, c'était par pure chance, parce qu'en fait quand on commençait à se diriger vers les jardins, alors c'est un jardin qui est assez bizarre comme accès, parce que il y a des sortes d'autoroutes qui sont un peu surmontées. Alors je sais pas si on peut dire que c'est une jolie balade, c'est vraiment de l'urbanisme pur et dur, quoi. Sauf en passant toujours du côté de Shimbashi, on arrive quand même dans des coins un peu sympa, avec des passages piétons en hauteur, donc ça donne des jolies vues, et c'est là qu'il y a l'horloge Ghibli. Et c'est vrai que c'est un jardin qui est incroyable. Alors il est en bord de mer, mais tu vas nous raconter tout ça. Et moi c'est un jardin que j'adore pour l'automne, donc c'est plutôt deuxième quinzaine de novembre pour voir les érables. Mais toute l'année, j'étais allé aussi un coup au printemps, il y a des beaux cerisiers, il y a des champs de colza. Et ce que tu disais, c'est qu'effectivement, il est au milieu de ce quartier très récent de Shimbashi. Et il y a un contraste du coup qui est très beau entre ce jardin traditionnel et tous les buildings ultra modernes qui entourent le jardin. C'est ça, parce qu'en fait, quand on est au cœur, donc tous les premiers plans, c'est du vert, parce que moi j'ai eu ni les cerisiers ni les érables, mais en fait c'était vraiment pur vert, parce que c'était juste après les grosses périodes de pluie aussi. Donc il y a le lac, il y a la maison de thé. En fait, quand moi j'y suis allée, je m'étais pas rendu compte à quel point il était grand, mais vraiment il est très grand. Et en fait, la limite de cette étendue verte, il y a les grands bâtiments comme ça qui jaillissent un peu. Et c'était, moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est le silence. Parce que quand t'es au cœur du jardin, t'entends pas le bruit de la circulation, les voitures. Bon, t'entends les gros bruits de circulation, mais c'est pas comme ça en bourdonnement constant. Il y a vraiment un calme, une sérénité dans le jardin, même s'il est en plein cœur de Tokyo, en fait. Et la maison de thé est aussi très très belle, parce qu'on y accède avec un petit pont sur pilotis. Oui, c'était tout mignon. Du coup, c'était un peu mon objectif quand j'y étais allée, c'était de faire un petit thé traditionnel avec le wagashi et puis une vue sur un jardin pour montrer à ma mère. Et les wagashi, ils étaient tellement beaux. On en avait eu 2 différents, avec chacune donc notre thé matcha, et ouais, de pouvoir se poser. En plus, on a eu un temps mais magnifique. Tout notre séjour durant, excepté le premier jour on est arrivé, on s'est pris une rincée, mais pas possible. Et le dernier jour quand on est parti. Mais sinon, on pouvait se mettre dehors en fait, sur la petite terrasse en pilotis, et regarder donc le lac et cette étendue verte et ces bâtiments derrière. Donc non, c'était vraiment un chouette moment. Après, c'est vrai qu'on entend souvent l'expression le Japon entre tradition et modernité. Alors ça peut être un peu galvaudé, etc. Mais sur un premier voyage, quand on arrive dans ce parc, c'est vrai que c'est assez déstabilisant et beau de voir en fait cette harmonie entre les bâtiments d'époque Edo, les petits pins taillés, et puis derrière ces grands buildings où on pourrait se dire purée, mais c'est super moche, ils ont tout massacré, il y a du béton, ils ont bousillé l'environnement, alors que pas du tout en fait. Ils essayent de préserver, il y a des poches en fait de préservation. C'est comme le sanctuaire Karasumori en fait, qui date de 940. Et oui. C'est alors quand j'ai fait mes petites recherches, c'était Fujiwara Hisedato. L'histoire classique, il a prié Inari pour être vainqueur dans une bataille, il a gagné, il s'est dit je vais faire un sanctuaire, et en fait il a été guidé jusqu'à cet endroit, parce que donc le messager était un renard blanc, et le renard blanc lui a dit moi je veux un sanctuaire au milieu d'une forêt où il y a plein d'oiseaux, parce qu'avant Karasu ça voulait dire plus oiseau que corbeau. Et donc avant le Karasumori Jinja, il était en plein cœur d'une forêt luxuriante avec plein d'oiseaux, mais maintenant il est au milieu des... il y a toujours plein d'oiseaux, il y a plein de corbeaux, mais c'est une jungle urbaine, voilà. Chouette, donc très beau jardin, c'est clair qu'on vous encourage absolument à y aller. 5 étoiles
Premier voyage, Oui. deuxième voyage, cinquième voyage, à différentes saisons, on s'en lasse jamais. Et bah, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce jardin. On a même dû couper un peu court parce que, comme je le disais, j'avais d'autres sanctuaires que je voulais aller visiter. Donc, je me suis dit, bon, on va un peu. On va devoir. On va pas pouvoir faire le tour. Et d'ailleurs, c'est en faisant en se disant, bon, parce que quand tu regardes, ils te donnent des petites cartes, donc ils te donnent le tracé du jardin, donc on avait repéré, il y avait un mont Fuji, je dis à ma mère, ah bah, ça tombe bien, on va faire l'escalade du mini mont Fuji des jardins Hamarikyu, donc on s'était fait ça, et on avait fait une boucle un peu plus courte, d'ailleurs on peut voir la Tokyo Tower depuis les jardins de Hamarikyu, ça donnait un rendu assez sympa. Et puis donc du coup, on a enchaîné pour se diriger vers le Zozoji, qui est donc le temple qui est au pied de la tour de Tokyo, et en passant par la station de Hamamatsucho. Donc pareil, c'est pas une balade qui est géniale. En plus, on avait dû, comme c'est une autoroute en hauteur, on avait dû pas mal marcher en fait pour pouvoir couper et retomber de l'autre côté. Voilà, donc c'est la partie moins chouette, mais au final, ça fait quand même une belle journée parce qu'on va entre deux points qui sont vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, en arrivant sur la station de Hamamatsucho, je me rends compte qu'il y a à nouveau des passages piétons qui sont élevés. Et je me dis, putain, mais il doit y avoir un point de vue quand même vachement sympa. Et effectivement, donc on va vous mettre ça sur la carte qui est dans le descriptif de notre épisode. Je vous mettrai l'endroit où vous pouvez faire ce point de vue. Et donc, en montant pour se retrouver presque sur la station, c'est pas la station vraiment de Hamamatsucho, c'est celle qui est juste avant, qui est à côté de le point de vue de Takeshita, en fait. Et j'étais trop contente d'avoir trouvé ce point de vue parce qu'en fait, donc, d'un côté, vous avez le monorail qui passe, les autoroutes, vous tournez la tête et vous avez les rails avec les trains, donc la Yamanote, le Shinkansen qui passe par là, et dans le fond, la tour de Tokyo. Donc c'était vraiment trop chouette. Je crois qu'on est resté bien une bonne dizaine de minutes juste pour voir les trains passer, et juste derrière, il y a un autre jardin, c'est pas les Hamarikyu, c'est le Shibarikyu Garden, je crois. Oui, qui est très bien à faire aussi. Mais on peut le voir en fait de haut, au lieu d'être... c'est marrant, ça faisait un contraste assez sympa après les jardins de Hamarikyu, de pouvoir voir un jardin traditionnel comme ça, mais d'en haut. Donc c'était un très beau point de vue. Donc vraiment, si vous êtes dans le coin, allez le faire. C'est vrai que ce quartier-là, comme ce que tu expliquais, alors on peut penser que effectivement c'est dommage d'avoir ce paysage urbain un peu moche pour marcher, mais en fait, quand tu prends ces sentiers-là, t'as vraiment l'image de cette ville futuriste, parce qu'en fait, à un moment donné, tu perds même la notion de sol. Parce qu'en fait, tu passes sur des passerelles qui sont sur des niveaux différents, t'as des trains qui sont aussi sur des passerelles, sur des viaducs, et en fait, t'as tout ce paysage qui est sur plein de niveaux, et au bout d'un moment, tu sais plus trop où t'es, et t'as l'impression de flotter dans une espèce de jungle urbaine, où t'as des trains en hauteur, et tu sais plus du tout où est le sol. Et c'est vrai que, ce coin-là, alors j'ai pas fait le point de vue que t'as trouvé, mais je me le note, et j'irai voir une prochaine fois. Mais clairement, Shimbashi, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Donc moi c'était vraiment une belle découverte, je connaissais pas du tout Shimbashi, et je suis repartie de ce voyage-là en me disant faudra que j'y retourne parce que vraiment c'était une belle expérience de découvrir un Tokyo qui m'était mais totalement inconnu. Et donc pour suite de cette journée de marche, ce qui est assez facile, c'est que de ce point de vue-là, vous redescendez et en fait la tour de Tokyo et le Zozoji, c'est tout droit. Voilà. D'ailleurs, on passe par la porte principale, donc le Zozoji Diamond, qui, pareil, vous donne une belle vue avec les restaurants, qui est au niveau d'un carrefour aussi. Donc, vous avez les voitures qui se croisent, la porte traditionnelle. Derrière, vous avez la Tokyo Tower. Donc, là, par contre, voilà, on a des jolis paysages urbains. Et après, ce temple, il est assez connu aussi parce que dans l'alignement, il y a vraiment la tour de Tokyo qui est pile dans l'angle derrière. Et ça fait aussi des belles photos avec les petits toits classiques tradis et puis la grande tour qui ressemble à la tour Eiffel en rouge et blanc juste derrière.
Bah, c'est vrai que moi, je l'avais jamais fait, donc je me suis dit, oh, bah, j'aimerais bien aller le voir, donc on y est allé. Et puis alors, par contre, il y avait trop de monde, il y avait des enfants qui hurlaient. En plus, je pense qu'ils étaient en train de démonter une installation, soit d'un festival, soit de quelque chose. Donc, il y avait même pas un peu cette idée d'espace qu'il y a dans les temples. Donc je me suis vite sentie un peu étouffée et j'ai pas retrouvé un peu cette ambiance un peu méditative. Parce que, en fait, moi, c'est un truc, j'en ai discuté avec... parce que c'était l'occasion de retrouver Samantha. C'était la première fois qu'on se voyait en vrai. Donc, Samantha, qu'on a interviewé dans notre épisode 19 sur la religion Shinto. Et donc, moi, c'était un truc qui m'avait le plus marqué dans ce voyage-là. C'est pourquoi j'aimais plus les sanctuaires que les temples. C'est que les temples, il y a beaucoup de structures. C'est, comme l'explique Samantha, comme elle l'explique très bien, le bouddhisme est tourné vers l'humain, alors que le Shinto est plus tourné vers la nature. Donc dans le Shinto, il y a tous les deux, pour tous les deux, c'est des espaces ouverts, mais il y a une idée de clarté et de ligne directionnelle et de méditation un peu abrupte, moi je dirais presque, dans les temples où on fait la place, on fait du vide physique pour créer un état méditatif, alors que dans le Shinto, en fait, il y a cette idée de nature, de bruit, et moi je préfère cette ambiance-là. Et dans le Zozoji, non seulement j'ai retrouvé mais ni l'un ni l'autre, mais en plus la foule et le remballage d'une installation quelconque, donc ça va même moins... Oui, c'était pas le bon moment, quoi. Voilà, ça m'avait pas plu... pas plus que ça. Donc en fait, on a profité, on a fait le tour et on s'est rendu dans un autre sanctuaire et celui-ci s'appelle le Atago Jinja. Et alors là, faut s'accrocher parce que celui-là, il est sur une colline de 26 mètres et c'est la colline la plus haute de Tokyo. Donc forcément à côté des grands buildings, on dirait pas que ça fait grand-chose, mais à grimper, si. Et t'avais pas d'escalator là? Et non, et puis alors je sais pas comment j'ai fait, mais on est arrivé par derrière. Les escaliers étaient quand même déjà un peu rêches, mais c'était faisable. Et donc on est arrivé en haut, donc il y a un joli point de vue, mais en fait en faisant des recherches pareil, ça c'est un truc pareil que Samantha nous a expliqué en disant faites des recherches quand vous allez dans des sanctuaires ou des temples pour comprendre un peu l'histoire et qui c'est qui est vénéré là. Et en fait, le Atago Jinja, comme il était sur une colline qui donnait un point de vue immanquable sur Edo, il n'y avait pas les gratte-ciel, il n'y avait pas tout ça, donc en fait c'était un très bon point de vue pour faire de la prévention des feux. Et donc c'est pour ça que la déité, le kami qui est vénéré dans le Atago Jinja, c'est un kami du feu qui s'appelle Omusubi no Mikoto. Mais c'était très sympa en fait d'être allé en haut et en fait on a fait le tour et puis on est arrivé en fait au niveau du devant et là on a dit en fait c'était mieux de passer par derrière parce que oui les escaliers ils étaient un peu durs mais alors ceux de devant ouais c'est du... Ah c'était encore pire. Ouais il y a une corde en fait. Il y a carrément une corde. Pour que les gens ils puissent s'aider à grimper. Alors, la petite histoire, c'est que ce temple a été érigé par Tokugawa Ieyasu. Et apparemment, il voulait absolument que quelqu'un lui rapporte une branche de prunier du haut du Atago Jinja. Et personne ne voulait y aller parce qu'en plus, apparemment, il fallait y aller à cheval. Je ne sais pas pourquoi, se taper des escaliers à cheval. Donc tout le monde a refusé jusqu'à ce que le shogun soit pas content. Et donc il y a un valeureux samouraï qui a dit « Moi je vais le faire ». Et donc il a grimpé avec son cheval pour monter. Apparemment le cheval a mis qu'1 heure pour monter, mais il en a mis 25 pour redescendre. Et donc depuis, il est dit que si vous souhaitez le succès dans votre vie, il faut grimper les escaliers. J'ai fait la grimpette par derrière. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit on va prendre la descente facile parce qu'en fait juste à côté c'est un peu plus en pente, c'est plus accessible. Donc voilà, sur le retour, en plus après avoir passé une journée à cavaler, on s'est dit bon, est-ce que les jambes, les genoux vont tenir donc voilà. Donc il y a un accès un peu plus simple. Bon, tu prends le côté pas prestigieux, mais après pour t'attirer la bonne fortune, t'achètes une amulette sur place et puis ça fera le même effet. Voilà. Tu fais Kami 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 Sama. Pardon, mais j'ai des genoux de vieille. Et puis ça passe. Bon, bah du coup, avec tout ça, je pense que le soleil commence à se coucher et donc la ville doit s'allumer. Et où est-ce que tu as terminé la journée? Alors, du coup, comme tu dis, le soleil commençait à tomber, on s'est dit, c'est enfin le moment d'aller à la Tokyo Tower pour grimper et faire l'observatoire.
Sauf qu'en chemin, on est tombé sur le chemin du retour, en fait. Il suffisait de redescendre et puis... Alors, moi, j'étais très bête. J'ai sorti le GPS sur Google Maps. Je fais, bon, faut aller par où? Tu sais, quand tu tournes ton téléphone pour voir si la flèche Google... Et qu'il était perdu et tu sais pas, oui. Voilà, sauf qu'en fait, moi, je voulais aller à Tokyo Tower. Et la Tokyo Tower, tu la vois très bien, en fait, avec tes yeux vus. Donc, il suffisait de suivre la flèche rouge. Voilà. Ah. Et donc sur le chemin, on est tombé sur un temple ce coup-ci, qui était en fait sur le point de fermer, donc on n'a pas pu voir l'intérieur. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était la porte d'entrée qui était dans un bleu nuit presque noir, et l'inscription qui était donc pareil en bleu nuit, mais le panneau était en vert, presque criard, donc il y avait un super contraste. Et quand je suis rentrée dedans, moi je suis toujours épatée, c'est par la taille des bâtiments, parce que à nouveau, comme c'est des bâtiments sur 1 ou 2 étages, on a l'impression que c'est des petits bâtiments, surtout qui sont placés juste derrière des gratte-ciels. Sauf que quand tu mets un humain juste à côté, tu fais « Ah ouais, ils sont grands quand même !» Donc ouais, il y a toujours, comme tu disais, en fait, à nouveau, ces idées d'échelle et de taille où on joue avec des perspectives assez incroyables sur Tokyo, et c'est juste pour ça, en fait, c'est pour ça que je voulais citer ce temple-là. Et donc la dernière étape pour cette journée, c'était d'aller à la Tokyo Tower, qui est, moi, voilà, la Sky Tree. Je l'aime bien la regarder de loin, j'aime bien les couleurs quand ça s'illumine. J'ai toujours trouvé que c'était un peu cher d'aller... C'est très cher. D'aller faire la Sky Tree. La Tokyo Tower, je crois que... Alors nous, c'était 1500 yens pour faire le premier deck d'observation. Et après, c'est un peu plus cher pour faire le troisième. Mais juste du premier, en fait, il y a une super belle vue de nuit avec toutes les lumières. Et là, pour le coup, ouais, t'as du Tokyo pur et dur, là. Et puis en plus, c'est une tour qui est moins haute, donc je pense que t'as un peu plus l'impression d'être dans le cœur de ville, parce que Tokyo Sky Tree, elle est très impressionnante, mais c'est plus pour le côté je survole hélicoptère ou avion. Mais t'es assez loin finalement de la ville, surtout que c'est un quartier qui est urbanisé, mais pas avec des grandes tours, alors que là, t'es vraiment au cœur de tous les buildings. Ouais. Donc moi, en général, quand je suis sur Tokyo de passage, c'est quasiment un passage obligé de faire... la Tokyo Tower. Donc voilà, c'était un peu ça ma petite journée, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. D'ailleurs, juste avant de conclure sur cet épisode, je voulais vous dire de repasser par le point de vue dont je vous ai parlé du côté de la station de Hamamatsucho, parce que c'est gratuit d'une, et qu'en plus, bah là, du coup, vous avez le point de vue de nuit. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Bien, et puis en plus, si vous y allez après sur décembre, c'est des quartiers qui sont souvent bien éclairés pour les décos de Noël. Donc on peut rajouter les avenues décorées avec des LED, et ça peut être encore une autre occasion de mettre ce quartier-là. Et du coup, c'est chouette que tu aies choisi ça, parce que souvent, le jardin, en fait, il est souvent mis en avant. Mais là, au moins, ça permet de se faire une journée tout autour, et pas juste d'aller faire le jardin en se disant, il n'y a rien autour, alors que si, en fait, il y a plein de choses. Ah, mais tu sais que j'ai repéré plein d'autres sanctuaires de temples, des bars à saké, des salons de thé, et on a eu le temps de faire, je dirais que ça, entre guillemets, que ce dont je vous ai cité, mais il y a tellement de choses à faire que voilà, il y a de quoi faire un deuxième passage, voilà. Ce sera pour une prochaine saison. Oui. Hein, on va dire ça comme ça. Bah ouais, hein, vu qu'on est relancé. Bon, je pense qu'on a fait le tour du coup pour cette petite balade autour de Shimbashi. Et donc, on va pouvoir passer à la section coup de cœur. C'est parti, jingle. Et nous revoici donc dans cette section coup de cœur. Et comme c'est moi qui ai bien papoté jusque-là, c'est à toi, Olivier, que je vais laisser lancer cette rubrique coup de cœur, où tu vas nous parler de quoi, en fait, ce mois-ci, donc. Alors, ce mois-ci, on va parler emplette. J'ai acheté ma nouvelle petite figurine du Zodiac japonais, que j'achète toujours auprès de la même entreprise. Ah! Donc, je l'avais découverte la première année de mon premier voyage, et du coup, tous les ans, je rachète la nouvelle figurine. Ah! Donc, souvent, ils la sortent fin octobre, début novembre. Et mon but, c'est d'avoir les 12 signes du Zodiac. Donc, en principe, je vais l'acheter sur place au Japon quand je suis en voyage en automne. Donc en fait on en trouve un petit peu partout dans les boutiques souvenirs. C'est une entreprise qui est très connue, qui s'appelle Yakushigama, mais on ne peut pas acheter tous les signes en avance,
puisque ils font une nouvelle édition pour l'année à venir. Et tu ne peux trouver que le nouveau signe du nouvel animal quelques mois avant. Et tu ne peux pas retrouver les anciens. Après, c'est très dur, même en occasion. Il y en a très très peu. Donc, faut pas louper le créneau. Donc, je l'achète sur Amazon Japan et je vais te la montrer. Parce qu'on enregistre en visio. Vas-y, montre-moi. Donc, il faudra que tu la décrives pour les petits auditeurs et les auditrices. Voilà. Je te l'approche. Oh, mais c'est trop choupi. Donc, c'est un petit serpent. Avec une petite fleur sur le cucu. Voilà, très kawaii, avec un petit paravent en or derrière. Ah oui, bah on en avait eu un dans notre box de Peko Peko du temps où ça existait. Tout à fait, on avait eu, je crois que c'était le bœuf avec Peko Peko. Le bœuf ou le tigre? Ou Non, le c'était sanglier. le tigre. Le tigre? Ah oui, c'était le tigre. Oui, c'était le tigre. Il avait des flèches dans la bouche d'ailleurs. Oui. Et donc, cette entreprise, en fait, elle est basée dans la ville de Seto, préfecture d'Aichi, proche de Nagoya. D'accord. Pas très loin du parc Ghibli d'ailleurs. Et en fait, elle existe depuis plus de 1000 ans. Donc, ils sont vraiment très réputés. Et c'est un énorme producteur pour les petites figurines du Zodiac, les dieux du bonheur, tout ça. Et j'aime bien le design, en fait, qui est assez kawaii, des petites figurines. Donc, voilà. Je ne me suis pas encore renseigné sur ce qu'allait nous proposer l'année du serpent. Il faut dire que les signes précédents nous ont un peu apporté de la loose quand même, même s'il y a eu des années un peu mieux que d'autres. Donc on vous en parlera plus tard. Pour le moment, voilà. Si vous voulez retrouver ces produits-là, donc sur leur site, en fait, ils font des expéditions à l'international, mais les formulaires sont pas super clairs et super simples. D'accord. Donc en fait, moi, je vais sur leur boutique Amazon Japan, leur boutique officielle, et du coup, c'est Amazon qui prend en charge les expéditions, les détaxes. Ce qui fait que dans ce qu'on paye, il n'y a pas de mauvaise surprise à l'arrivée, tout est compris. Donc au moins on est tranquille. Alors après, les frais de port sur un petit produit comme ça monte vite à 20-25 euros avec les frais de douane en plus. Mais au moins, voilà, ça arrive, on n'a pas de mauvaise surprise. Et c'est assez surprenant parce qu'en 5-6 jours à peine, on a notre petite figurine par la poste. Donc si vous avez envie, voilà, de vous porter bonheur pour l'année prochaine, je vous invite à la commander, même si c'est via Amazon. C'est sur la boutique officielle des producteurs et c'est vraiment des très beaux produits. D'accord. Et bah écoute, ça fait plaisir. Puis comme ça, ça peut faire aussi une idée pour les cadeaux de Noël. Tout à fait. Et en parlant idées cadeaux, se faire plaisir, qu'est-ce que toi tu as trouvé du coup à la boutique, la librairie Tsutaya ? Oui, on vous disait donc ça en début d'épisode. Moi, j'ai craqué pour 2 livres photos. C'est un photographe que je ne connaissais pas qui s'appelle Masataka Nakano. Et il y avait tout un rayon, en fait. Je pense qu'il avait été mis en avant parce que un des 2 bouquins doit être sorti très récemment. Donc, le premier s'appelle Tokyo Nobody. Donc, c'est des photos de Tokyo en format un peu panorama. J'aime beaucoup ce format-là. Mais avec des rues vides. Mais c'est assez marrant parce que c'est des rues qui sont très fréquentées. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il les a pris ou à quelle heure. Parce que ça s'étale sur plusieurs années. En fait, c'est pas... Ah oui, c'est pas l'année du Covid, quoi. Voilà, moi j'y ai pensé la même chose, mais en fait non. Et alors à la toute fin aussi, vous avez il vous donne les références de où est-ce qu'il les a pris. Donc c'est assez sympa parce que quand tu le feuillettes, tu te dis tiens, ça me rappelle quelque chose, j'ai l'impression de connaître cet endroit-là. Et en fait, il vous donne l'endroit où ça a été pris et l'année où ça a été pris. Bien, parce qu'en plus si tu vois des endroits sympas, ça permet derrière de t'y rendre à ton tour. Oui. Donc tu fais du repérage et puis ça ravive un peu des souvenirs et en même temps, comme les rues sont complètement vides et puis ça doit être à des heures improbables, il y a une sorte d'étrange aussi en même temps parce que c'est des rues que tu connais mais qui sont pas de la façon dont toi tu t'en souviens non plus. Donc j'aime bien ce livre. Bizarrement, même si de plus en plus j'apprécie les photos avec de la vie dedans, tu sais, des idées de mouvement et en général photographier des gens, ça donne un peu cette idée-là dans la photo. Et le deuxième sur lequel j'ai craqué, c'est Tokyo Windows. Donc c'est les fenêtres de Tokyo, si on le traduit grossièrement.
Alors ça me rappelle une expo que j'avais fait à la Japan House of London qui s'appelait Windowlogy. Donc c'est un peu la science des fenêtres et qui expliquait en fait comment les fenêtres dans l'architecture faisaient partie de l'architecture et en fonction des zones du Japon, il y avait différentes fenêtres pour différents effets d'architecture et de refroidissement, garder la chaleur, laisser passer l'air. Et aussi, il y avait cette idée que les fenêtres sont... on a un rapport particulier aux fenêtres. Enfin, en fait, moi, ça m'a un peu ouvert les yeux où une fenêtre, c'est aussi un tableau visorant. Et c'est aussi une sorte de frontière entre le dedans, le dehors, mais on peut imaginer que c'est aussi une frontière, mais de deux mondes différents, en fait. Et donc, dans toutes ces photos-là, c'est à partir de fenêtres, mais où on voit le cadre, où la fenêtre, elle coupe un peu le paysage qui est derrière. Et donc, c'est cette idée de dehors et dedans qui sont en fait en clash l'un et l'autre. Et pareil, c'est des endroits connus de Tokyo. Donc, il y a un moment où on voit le croisement de Ginza, tu sais, avec l'horloge. Ah oui, l'horloge de la marque, ça doit être Seiko. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on le voit de haut avec un point de vue, avec les passants qui sont en train de changer de trottoir. Et ouais, moi j'aime bien, je trouve ça fascinant et ça me rappelait beaucoup cette exposition sur la science des fenêtres. Et ouais, ça donne un peu idée à réflexion de comment on prend des photos et de ce qu'on aime aussi des paysages et pourquoi un paysage, là, il nous plaît avec cette fenêtre, même si il y a quelque chose qui obstrue partiellement la vue, en fait. Donc voilà, je vous recommande ce photographe et ces deux bouquins. Je peux vous donner la référence, de toute façon, on vous mettra ça aussi dans la description de cet épisode, mais ça peut être commandé, vous pouvez commander ces deux livres sur le site de Chachacha, qui est une édition de livres d'art d'artistes japonais. Bah écoute, moi le deuxième m'intéresse énormément parce que c'est vrai que en fait ça me parle beaucoup dans ce que j'aime en fait observer au Japon, parce que pour le coup je trouve que la succession de plans c'est vraiment propre au Japon. Enfin les jardins japonais sont construits comme ça et effectivement le fait que tu aies fait Shimbashi c'est ça aussi en fait, c'est une succession de plans qui se superposent et la fenêtre justement, effectivement il y a ce côté contemplatif. Enfin voilà, moi en tout cas moi j'ai appris beaucoup à aimer ces plans successifs et à regarder par les fenêtres au Japon parce qu'effectivement ton œil il est un peu plus dirigé et ça t'aide en fait à te concentrer et à décomposer ces décors qui sont hyper complexes en fait. Et ouais, bah écoute, je vais garder l'adresse pour la référence pour ma liste de cadeaux de Noël, je pense. C'est une très bonne idée. Oui, puis voilà, comme je disais, en fait, les fenêtres, ça te donne un cadre forcé. Parce que quand t'es à l'air libre, tu peux changer d'angle et tout, mais une fenêtre, ça t'impose un axe. Et donc, de trouver de la beauté dans cet axe et dans ce tableau qui est à moitié fixe et en même temps qui bouge. Voilà, il y a toute une idée, en fait, qui se développe derrière l'art des fenêtres, comment elles s'intègrent dans l'architecture et comment on les voit. Donc, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Très beau, écoute, je vois que tu es revenu du Japon, c'est très poétique, t'es pas encore reblasé par ton quotidien occidental, c'est parfait, c'est beau. Oui, on préserve un peu les souvenirs autant que faire se peut. Eh ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça promet encore de belles découvertes parce qu'effectivement, je t'ai activement suivi sur Instagram et j'ai vu qu'il y avait plein de belles choses que tu as pu voir sur place et qui forcément vont nous attendre dans les prochains épisodes. Donc, hâte d'enregistrer les prochains. Et sur ce, je pense que c'est l'épisode de décembre qu'on est en train d'enregistrer, Olivier. Donc, sera le dernier pour cette année de 2024. Donc, on va en profiter pour vous souhaiter quand même de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos familles, de vos amis, des gens qui vous sont chers de manière générale. Et on se retrouve l'année prochaine pour plus d'épisodes, plus d'aventures au Japon. Et en espérant que l'année sera un peu moins mouvementée parce qu'à nouveau, on a dû sauter des épisodes. Mais on vous remercie encore et toujours de votre fidélité. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis on se retrouve donc très bientôt. À très bientôt.